tous et merci d'être au rendez-vous de ce magazine du dimanche 30 mai 2015. On commence tout de suite par ces dates, 28 mai 1975, 28 mai 2015. Cela fait 40 ans que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été créée. À l'occasion de cette date anniversaire qui a été célébrée cette semaine, le ministre de la Coopération internationale a rendu publique une déclaration. Notre reporter Maurice Sidibé l'a parcouru. Suivez. Créé le 28 mai 1975 à Lagos sous la signature des 16 chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO a accompli des progrès notables en matière de la circulation des personnes et de leurs biens et l'adoption de la politique et du plan d'action stratégique de la CEDEAO sur l'enfance et de l'adoption du document stratégique des affaires politiques et du maintien de la paix. En accomplissant des progrès notables dans des secteurs ci-après. La consolidation de la zone de libre-échange à travers l'application du schéma de libération des échanges commerciaux, la promotion de l'éducation des jeunes filles, l'assistance aux États dans l'organisation des élections. Parmi ces actions réalisées, la Guinée a bénéficié d'un programme d'urgence d'approvisionnement en énergie électrique concrétisé par la signature d'une convention de 30 millions de dollars, dont 10 millions en dons et 20 millions en prêts. Notre pays a bénéficié de l'annulation pure et simple et totale de cette dette de 20 millions de dollars contractée auprès de la CEDEAO. D'un fonds CEDEAO Espagne sur la migration et le développement qui sera bientôt alimenté, d'un programme d'urgence d'approvisionnement en énergie électrique de la ville de Conakry qui s'est concrétisé par la signature d'une convention de 30 millions de dollars, dont 10 millions en dons et 20 millions en prêts. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se fixe pour objectif promouvoir la coopération et l'intégration en vue de la création d'une union économique ouest-africaine. De promouvoir la coopération et l'intégration en vue de la création d'une union économique ouest-africaine, de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et de promouvoir les bonnes relations de coopération entre les États membres. Il faut rappeler que les pays africains, pour faire face aux défis de développement et à la lutte contre la pauvreté, se sont engagés dans un processus d'intégration de leurs économies. Chapitre politique à présent, l'opposition guinéenne, vous le saviez, a indiqué qu'il devait observer un délai de 48 heures avant de donner une suite à la lettre que le président Alpha Condé a adressée lundi à son Premier ministre, lettre relative à l'ouverture du dialogue entre les acteurs politiques en Guinée. C'est ce qu'elle a décidé lors de sa réunion tenue cette semaine dans le bureau de l'Union des forces républicaines UFR. Pendant ces 48 heures, l'opposition devrait réfléchir et consulter sa base avant de réagir probablement à cette main tendue du gouvernement, a précisé le porte-parole de l'opposition républicaine. Retour sur cette rencontre avec Maurice Sidibé. Après l'instruction du Premier ministre par le chef de l'État d'ouvrir rapidement le dialogue entre les différents acteurs de la vie politique, le message semble être bien assimilé par le chef du gouvernement. C'est dans ce cadre justement que l'opposition républicaine vient de recevoir une invitation de la part du ministre d'État à la justice pour aller négocier autour de la table afin de trouver un compromis sur l'organisation des élections. Nous venons de recevoir, il y a à peine quelques minutes, un courrier du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce courrier, je crois, est consécutif à la lettre que le président de la République a adressée hier au Premier ministre et à deux des membres de son gouvernement, leur demandant d'initier une reprise du dialogue politique, en particulier avec l'opposition républicaine. Pour répondre à l'invitation du ministre d'État à la Justice, les membres de l'opposition républicaine entendent consulter leur base sur une durée de 48 heures. La question liée au cadre proprement dit de dialogue, notamment à la présence de facilitateurs ou de représentants de la communauté internationale, n'est pas non plus incluse dans cette lettre. Donc nous allons nous donner le temps de réfléchir, de consulter nos bases respectives avant de réagir, probablement dans les 48 heures par rapport à cette lettre. Selon les adversaires politiques du président Alpha Condé, les enfants de 13 à 14 ans sont en train d'être recensés dans les bastions du RPG Arc-en-Ciel. Sur cet état de fait, l'opposition attire l'attention de la communauté nationale et internationale. Dans certains fiefs du pouvoir, les jeunes de 13 à 14 ans, certains sont sortis des salles de classe du collège pour être conduits devant les carles et pour être recensés. Donc nous attirons tout de suite l'attention de l'opinion nationale et internationale sur
ces aspects de cette révision du fichier électoral, l'opposition n'acceptera pas que le fichier électoral soit corrompu. Il faut signaler que cette rencontre a eu lieu à l'absence du chef de file de l'opposition et celui d'Alain Diallo qui se trouve actuellement à Dakar au Sénégal, selon la cellule de communication de son parti. Et puis, sans surprise, la mouvance présidentielle de son côté a aussi réagi face à cette nouvelle sortie médiatique de l'opposition républicaine, sortie médiatique au cours de laquelle les leaders ont qualifié en premier lieu l'instruction du chef de l'État à son Premier ministre de créer des conditions du dialogue de non-effet. Puis l'opposition accuse le président de la République d'enrôler les mineurs à l'intérieur du pays, des propos que refute le RPG Arc-en-Ciel par l'intermédiaire de son secrétaire administratif. Suivez. Bon, de toute façon, nous nous réjouissons de cette lettre du chef de l'État qui instruit au Premier ministre d'ouvrir le dialogue. Je crois que tous les Guinéens de bonne volonté doivent se réjouir de ça. Parce que le chef de l'État est dans son rôle quand il le fait. Et nous demandons à l'opposition guinéenne de saisir la main tendue pour que nous nous retrouvons autour de la table pour discuter des vrais problèmes, sans préalable, bien sûr, parce que c'est le préalable qui tue le dialogue. Si il constate que nous enrôlons des mineurs, nous aussi nous avons constaté qu'ils enrôlent des mineurs par endroit dans certaines préfectures. Je crois qu'il faut montrer les preuves. Il faut montrer les preuves des allégations. Si vous n'avez pas de preuves des allégations, mieux vaut se taire. Je crois qu'ils sont en train de chercher des alibis devant leurs militants pour que demain, au soir des résultats, pour dire que voilà pourquoi nous n'avons pas gagné. Bon, ça ne tient pas debout. Hein. Politique toujours, à 133 jours de la présidentielle fixée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une issue n'est toujours pas trouvée à la crise politique. Le chef de l'État vient d'instruire le Premier ministre d'ouvrir un dialogue qui sera présidé par Nabi Youssouf Kiridi Bangoura et Maître Cheikh Sako, alors que l'opposition, elle, souhaite avoir le président Alpha Condé comme interlocuteur direct de la vie des juristes. C'est au chef de l'État de garantir l'application des conclusions du dialogue et à l'opposition d'aller à ce dialogue afin d'apaiser le climat social. Mohamed Kamara est au micro de Adi Radouba. Je pense que les acteurs politiques doivent aller au niveau de la table pour administrer leur bonne foi. Et maintenant que les pouvoirs publics aussi appliquent les conclusions qui vont être issues de ce 4e round de négociation, parce qu'on est à 137 jours exactement qui nous séparent de la date du premier tour proposée par la CENI, et entre cette date du premier tour et la date effective de la fin du mandat présidentiel, il n'y a que 71 jours. Alors que constitutionnellement, le minimum qui est exigé, c'est 60 jours. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a que 11 jours comme marge de manœuvre. Le pouvoir doit éviter de jouer la montre et l'opposition doit éviter de jouer l'enlisement. Alors qu'on doit éviter à notre pays à la fois la crise politique aiguë, parce que ça peut avoir des incidences économiques et sans compter l'impact social. Et c'est pourquoi il ne faut pas souhaiter que l'opposition boude, par exemple, ce round de dialogue. Pour que cela se passe très bien, il faudrait que le président de l'Afrique aussi se montre garant de l'application de ce qui va être ici. Une mission de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée cette semaine à Conakry. Elle est venue dans le cadre des préparatifs des élections à venir, rencontrer les autorités et tous les acteurs impliqués dans le processus, notamment les institutions nationales. Jeudi, cette mission de l'OIF s'est entretenue avec les membres de la haute autorité de la communication à Canabrégé. Avec elle, plusieurs points ont été débattus. Le point avec Beno Marsila. C'est dans la perspective des élections à venir que cette mission de la francophonie est à Conakry. L'OIF est venu d'abord s'enquérir des réalités auprès des autorités guinéennes, des institutions républicaines, bref, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. Jeudi, la mission a rencontré les responsables de la haute autorité de la communication. La HAC lui a exposé les difficultés auxquelles elle est confrontée pour jouer son rôle dans le processus. Nous sommes venus rencontrer les différents acteurs, tous ceux qui interviennent dans l'organisation des élections. On a rencontré la CENI, on est en
en train de discuter avec elle pour voir effectivement là où il y a des problèmes. Donc au niveau aussi de la haute autorité cet après-midi, ce qui est une jeune institution, la présidente nous a fait part des contraintes que l'institution rencontre, des difficultés qu'elle rencontre, et pour mieux jouer sa mission. Et nous avons pris note et on verra dans quelle mesure l'Organisation internationale de la francophonie pourrait intervenir. Pour une élection transparente et apaisée, l'OIF envisage d'assister techniquement la CENI. Ils sont venus avec des experts qui sont là, qui pourraient aider la CENI pour une meilleure organisation de ces élections. En fait, c'est faire en sorte que les conditions soient réunies pour une bonne élection, transparente, fiable et puis inclusive. Avec Martine Condé, présidente de la HAC, les missionnaires ont visité les installations de l'organe régulateur des médias, notamment le centre monitoring. Justice. Maintenant, les avocats des personnes condamnées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État à Kipé le 19 juillet 2011 s'inquiètent de la lenteur de la procédure par la Cour suprême pour examiner cette décision. Après la condamnation de ces personnes, leurs avocats ont fait un pourvoi devant la Cour suprême, mais jusqu'à présent, c'est le silence total. Les avocats des personnes condamnées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État le 19 juillet 2011 dernier se disent inquiets de la lenteur de l'examen de leur dossier devant la Cour suprême. Après l'arrêt rendu par la Cour d'assises le 13 juillet 2013 dans cette affaire, la Cour suprême a été saisie d'un pourvoi en cassation le 23 juillet 2013. Mais depuis lors, la Cour suprême observe un silence radio selon Maître Salif Beavogui. J'ai saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2013 par la Cour d'assises de Conakry. Le dossier est devant la Cour suprême depuis cette date. Bientôt 2 ans que ce dossier est là-bas. Je m'inquiète de la lenteur dans le traitement de ce dossier, étant entendu que nos clients sont en prison. Face à la lenteur de la procédure par la Cour suprême, les avocats de ces personnes souhaitent l'examen rapide des dossiers. Je souhaite vivement, mais alors respectueusement, que la Cour suprême accepte d'examiner avec un peu plus de diligence ces dossiers pour que mes clients, pour lesquels j'ai toujours clamé innocence, soient situés sous leur sort. Concernant l'état de santé de ces personnes condamnées par la Cour d'assises, Maître Salifou Beavogui déclare. Ils ne sont pas très bien portants quand même, ça je le confirme. Ce qui peut nous sauver, c'est que la procédure soit accélérée pour que les innocents soient en liberté. Il faut rappeler que l'arrêt de la Cour d'assises le 13 juillet 2013 a condamné commandant Alpha Omar Bofa Diallo, dit AOB, et Jean Guilavogui à la perpétuité. Quant à Fatou Badiar et Almami Agibou Diallo, ils ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement. Après le président de la République et les parties prenantes du processus de l'ITIE en Guinée, le chef du secrétariat international de l'ITIE a rencontré mercredi le premier ministre chef du gouvernement, Jonas Moberg et Mohamed Saïd Fofana, ont échangé sur l'engagement des autorités guinéennes pour améliorer la gouvernance minière. Retour sur cette rencontre avec Benou Martila. Lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance minière est le mot d'ordre du séjour de Jonas Moberg en Guinée. Durant 3 jours, le chef du secrétariat international de l'ITIE a échangé avec les autorités guinéennes sur leur engagement d'utiliser l'ITIE pour la transparence dans la gestion du secteur minier. Avec le premier ministre chef du gouvernement qu'il a rencontré ce mercredi avant son départ, Jonas est rassuré des avancées faites par la Guinée dans le processus. There has been a lot of progress here in Guinea in terms of reforms. Il constate qu'il y a eu beaucoup de progrès ici en Guinée. Il y a eu des progrès en termes de transparence, il y a eu des progrès en termes d'amélioration de réformes et de la gestion du secteur même. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, on connaît ce que les compagnies payent et les ressources. Il y a beaucoup de transparence à ce niveau. Les contrats, beaucoup sont publics. Et maintenant, il y a eu ces évolutions, mais il y a beaucoup encore à faire. Et c'est pour ça qu'on est venu pour voir le gouvernement pour discuter de ce qu'il y a encore à faire. And that is what we've been working on here with the government. Plusieurs recommandations ont été formulées par l'émissaire de l'ITIE à l'endroit des autorités et aux parties prenantes du processus, notamment l'accès des citoyens aux informations minières.
3 jours d'atelier pour préparer l'auto-évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption en Guinée. Une rencontre pour permettre au pays de se conformer à cette convention qu'elle a ratifiée depuis 2013 et qui regroupe 175 États du monde. La démarche s'inscrit dans la recherche d'un cadre global pour rendre plus efficaces les efforts de lutte contre la corruption au niveau des États membres. Manian Kondé. Si la corruption est pratiquée depuis des années à ciel ouvert en Guinée, en tout cas, les autorités ne fournissent pas mal d'efforts pour combattre ce phénomène. C'est pourquoi, depuis 2013, la Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, une convention qui se résume, entre autres, à la prévention, l'incrimination ou encore à la coopération des États dans la lutte contre ce phénomène. Pour donc préparer l'auto-évaluation de l'application de cette convention en Guinée, une rencontre de 3 jours est organisée à Conakry. L'activité s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'évaluation de chaque État partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'application des dispositions de cette convention dans la législation nationale. Nous devrions procéder à l'examen de l'application qui doit être précédé d'une auto-évaluation. Et l'atelier nous permet de jouir des mécanismes pour faire cette auto-évaluation dont le rapport sera mis à la disposition du groupe d'experts, les États parties qui doivent en principe évaluer la Guinée. Le respect de cette convention devrait permettre de renforcer les stratégies nationales de lutte contre la corruption des États parties et une coopération plus renforcée dans ce sens. Que souvent les affaires de corruption parviennent de l'étranger, au niveau de la sous-région et puis au-delà de la sous-région. Et donc il faut qu'on installe une coopération internationale au sein de la région. Actuellement, je peux dire, il y a trop d'impunité au niveau de la région en matière de lutte contre la corruption. Et donc nous devons prendre plus d'actions ensemble avec les autorités de lutte contre la corruption pour assurer que donc la corruption disparaît un jour de la vie quotidienne. Alors que des institutions spécialisées recommandent $1 par tête d'habitant pour lutter contre la corruption, le budget annuel alloué à l'Agence nationale de lutte contre la corruption en Guinée est dérisoire. En attendant donc de voir la corruption bannie en Guinée, les regards restent tournés vers cette institution, confrontée à beaucoup de difficultés. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Jeunesse, a procédé mercredi à la validation du programme pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement B1, emploi des jeunes. C'est pour réduire substantiellement la pauvreté et renforcer la cohésion sociale que la Guinée et ses partenaires ont décidé de faire de l'emploi le levier pour l'accélération de la cible des OMD à l'horizon 2015. Le point avec Aboubakar Sidiki. C'est un document de 82 pages qui comporte 7 interventions stratégiques, 75 solutions pour l'élimination de 39 goulots d'étranglement pour la création d'emplois décents qui a été validé par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Malgré les efforts fournis en élaborant des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles sur les OMD, la Guinée a réalisé des progrès insuffisants pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. C'est dans le souci de réduire substantiellement la pauvreté et préserver la paix et la cohésion sociale que la Guinée, avec ses partenaires, ont décidé de faire de l'emploi des jeunes le levier pour l'accélération de la cible des objectifs du millénaire pour le développement B1. Assurer le plein emploi et la possibilité pour tous, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif. Si l'échéance de 2015 est arrivée, l'agenda des OMD reste d'actualité. En Guinée, comme le démontre le 4e rapport de suivi-évaluation élaboré en 2014, aucun des 8 objectifs ne sera atteint à la date prévue. Cela dû aux multiples crises sociopolitiques et institutionnelles enregistrées depuis les années 2000. Dans le cas actuel de la Guinée, il faut réussir à mobiliser les investissements et les savoir-faire nécessaires à la valorisation des immenses potentiels naturels du pays et à la transformation structurelle de son économie. Par ailleurs, en plus des performances économiques nécessaires, réussir l'emploi passera également par l'amélioration de l'employabilité des jeunes.
Les OMD ont été très tôt intégrés dans le processus et les cadres nationaux de planification pour le développement de la Guinée. La question de l'insertion des jeunes préoccupe les autorités guinéennes. La mise en place d'un fonds de soutien des jeunes, des initiatives des jeunes et des femmes participe de cette volonté politique du chef de l'État d'accroître les opportunités d'emploi en faveur de ces couches vulnérables. La situation demeure encore fragile et la Guinée reste confrontée à des défis dont celui relatif à la forte demande sociale, notamment celle des jeunes majoritairement confrontés au chômage et au sous-emploi. Bientôt le lancement du concours de recrutement de 2000 agents de santé. En prélude à ce concours, le ministre de la fonction publique et certains cadres du département de la santé étaient en réunion jeudi pour préparer et définir notamment le profil recherché de ces futurs agents de la santé. Notre système national de santé a été largement affecté par la crise Ebola et que, à la faveur de la lutte contre Ebola, un plan de relance du système de santé a été mis en œuvre et donc le concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires doit répondre aux exigences de ce plan de relance du système de santé, au moins dans la première année. Ebola nous a montré que plus qu'un problème de médicaments et autres, nous avons un problème de ressources humaines. Et nous sommes contents d'autant plus que la fonction publique met au centre de ses activités vraiment la réussite de la réforme des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. La problématique de l'insalubrité de la ville de Conakry inquiète à plus d'un titre. Récemment, la femme du chef de file de l'opposition a porté main forte aux habitants des quartiers de Bonfière et Makonan et de Makiatorea pour le ramassage des ordures. Cette initiative de Aïdia Alimatou d'Alengano n'a pas du tout été vue d'un bon œil par les autorités de la ville de Conakry qui ont demandé au préalable une autorisation pour toute action de ce genre. Tierno Falilou Diallo pour plus de précision. En tant que femme, je suis d'abord triste pour ces populations qui vivent ici. Parce que je vous dis que pour ramasser ces ordures, ça n'a rien coûté. Toute cette histoire a commencé lorsque l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne a pris l'initiative d'assainir des endroits dans certains quartiers de Conakry. Ayant eu vent de cette nouvelle, le gouvernorat de la ville a automatiquement réagi. Ce genre d'initiative doit être approuvé par le conseil de ville avant d'être appliqué sur le terrain selon lui. Tous les citoyens, quel qu'ils soient, tout le monde est invité à s'investir dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Maintenant, il y a un service aujourd'hui qu'on appelle le SPTD, Service public de transfert des déchets, qui s'occupe de l'assainissement de la ville de Conakry. Si des personnes de bonne volonté, des ONG, des associations veulent s'impliquer, veulent faire des actions de citoyenneté, doivent prendre contact avec l'autorité de la ville de Conakry. Raison évoquée par le gouvernorat, éviter des problèmes dans le programme d'exécution des travaux élaborés par le SPDT. Autrement, ça peut créer des problèmes à la rentrée de la décharge. Il faut qu'on sache qui envoie, quel est le camion qui envoie, est-ce que c'est venu du SPTD, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est en cela, c'est le gouverneur donc a demandé que celui qui veut intervenir bien informé et qu'on mette ça dans un programme cohérent. Chez les citoyens rencontrés, les opinions sont partagées. Mon avis est que, logiquement, oui, on doit adresser un courrier à l'autorité. Quiconque veut aider la Guinée doit passer par l'autorité. Je crois que ce n'est pas quelque chose de fermé, c'est un domaine très ouvert. Si les citoyens ont vraiment la bonne volonté de participer à la propriété de la cité, mais à mon avis, c'est vraiment, on ne peut que saluer ce genre d'initiative. Maintenant, lorsqu'il s'agit par exemple de faire cet assainissement dans un cadre purement professionnel, là peut-être on comprendrait bien que la personne ou la structure qui voudrait faire cela se confère par exemple aux autorités. L'assainissement de la capitale Conakry devrait être une affaire de tous, surtout avec l'arrivée des grandes pluies pour garantir la sécurité sanitaire des citoyens dans la ville. Les jeunes du quartier Anta en colère jeudi ont déposé des ordures sur la voie publique pour exprimer leur ras-le-bol. Dans ce quartier, les ordures ne seraient plus ramassées depuis plusieurs semaines. Du coup, des montagnes de déchets qui se sont formées polluent l'environnement et bloquent même certaines issues menant dans le quartier. Jeudi matin, il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour libérer la chaussée, mais les jeunes menacent de revenir à la charge dès demain lundi. Les femmes payent régulièrement les taxes, mais c'est
le circuit de SPTD qui retarde, qui fait de fois qu'il y a le débordement. Déjà, le journal a bloqué le passage. Quand même, ils ont signalé, on a remonté l'information, mais pour le moment, il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas ramassé le journal, alors ils sont manifestés autour de ça. Ils ont pris le journal, j'étais sur la rue, barrer la route, débarcader la route. Non, s'ils ne ramassent pas, comme on envoie sur la route, ils n'ont pas ramassé sur ça. On cherche que là où on va envoyer maintenant le premier responsable de ce quartier, on envoie dans son cours, c'est tout. Et en deuxième position, on ne veut pas voir maintenant le poubelle de Guinée, le poubelle de Conakry maintenant ici. Je ne veux pas dire un autre quartier. On ne veut pas voir le poubelle de Guinée ici. Quand ils vont venir ramasser, peut-être que la commune peut venir ramasser. Mais s'ils n'ont pas ramassé, demain encore on est là. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette semaine. Merci de l'attention et n'oubliez pas de garder un œil sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.